C'est une région qui offre à ses visiteurs un voyage dans son passé à travers une route de châteaux, vignobles et sites historiques. C'est peut-être le cœur de l'histoire française, mais sûrement son centre géographique. Ajoutez de savoureux vins blancs et un fromage très spécial, et vous avez une recette digne d'une destination à découvrir. Bienvenue dans le Berry, au centre de la France. Situé à 2 heures de Paris, le Berry fut longtemps le cœur de la France. De Louis XI à Talleyrand, les rois et les princes ont marqué la mémoire de ce pays de châteaux si nombreux qu'ils ont donné naissance à des routes historiques, à commencer par la route Jacques-Cœur. Notre périple nous replonge dans son histoire avec la visite de châteaux privés, musées et abbayes, en plus d'une escapade à Sancerre, sans oublier 2 trésors de la Loire voisine, Chenonceau et Chambord. De sa ville natale de Bourges, un jeune entrepreneur de 32 ans devient l'homme le plus riche du pays. Sa fortune personnelle aide le roi Charles VII à financer la guerre contre les Anglais. Aujourd'hui, une route touristique porte son nom, la route Jacques-Cœur. Ville natale de Jacques-Cœur, Bourges compte plus de 73 000 habitants. Témoin des plus grandes heures de l'histoire de France, le patrimoine de Bourges nous fait revivre son passé prestigieux avec ses maisons en pans de bois et ses hôtels particuliers. Les cafés-terrasses et boutiques abondent. Fils de pelletier, Jacques-Cœur devient marchand, banquier, armateur et industriel. Il conçoit des routes, installe des comptoirs de commerce, crée une flotte de navires et entreprend des voyages en Orient. Il devient argentier du roi, receveur des taxes, commissaire aux États du Languedoc et maître des monnaies. Il fréquente les rois, les princes et les papes. En 1450, son palais devient l'une des plus belles demeures civiles françaises du 15e siècle. Mais les occasions de profiter de son palais sont rares. Son immense fortune lui vaudra la jalousie de la cour. Sur l'ordre du roi Charles VII, il est emprisonné. Il va finir sa vie aventureuse comme dans un roman de cap et d'épée. Il s'évade de prison, rejoint Rome et le pape pour combattre les infidèles. Il meurt en 1456. Bourges et sa vieille ville nous offrent des bâtiments du 13e, la plupart reconstruites après l'incendie de la Sainte-Madeleine en juillet de 1487. Plus de 2000 maisons furent détruites. Chef-d'œuvre de l'art gothique, la cathédrale Saint-Étienne est unique. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Ces vitraux du 13e siècle nous invitent à voyager dans le temps et dans l'histoire. Le souvenir de l'argentier s'attache à la chapelle qu'il a fondée dans la cathédrale et dont la verrière constitue un sommet de la peinture sur verre au 15e siècle. À ne pas manquer, les rues Bourbonneau, la promenade des Remparts, la place Gordenne et la rue d'Oron. Bourges regorge d'attraits tous spectaculaires. On retrouve près du palais de justice l'un des plus beaux musées du centre de la France, le musée du Berry. Son hôtel y abrite des collections archéologiques et une remarquable exposition retrace la vie dans les campagnes du dernier siècle. Bourges, un joyau sur la route Jacques-Cœur. Le château, l'église, le centre-ville et le pont sur la Loire nous souhaitent la bienvenue dans cette cité sur la route Jacques-Cœur. La ville de Gien date de l'époque romaine. Elle a été détruite dès le début de la Seconde Guerre mondiale et reconstruite respectant le caractère villageois. La ville est située sur la Loire, à environ 80 km à l'est d'Orléans. Le château Anne de Beaujeu a été construit entre 1494 à 1500 pour Anne de France, fille de Louis XI et petite-fille de Charles VII. Le bâtiment hébergea Henri II avec Catherine de Médicis durant la guerre des religions, puis Louis XIV et Anne d'Autriche durant la Fronde, la dernière guerre menée contre le roi de France. Aujourd'hui, il contient le Musée international de la chasse et conserve les collections de plus de 3000 objets et œuvres d'art. On retrouve l'église Sainte-Jeanne d'Arc, mais son clocher du 15e siècle est tout ce qui reste de la bâtisse originale. À quelques kilomètres au sud de Gien se trouve Argent-sur-Sauldre. Succédant à la demeure édifiée par Marie de Sully en 1501,
L'actuel château construit par Victor Louis abrite le musée des métiers. 15 salles d'exposition sur 3 niveaux nous ramènent dans un village du 19e siècle. Cette paisible municipalité nous amène au château de la Chapelle d'Angillon, qui possède un des plus anciens spécimens d'architecture militaire de la région, avec son donjon bâti en 1100. Le château fut le lieu de résidence des princes de Boisbel, et Alain Fournier, écrivain français du 19e siècle, est né ici. Aujourd'hui, le château abrite un musée qui porte son nom. Le château de la Verrerie est un joyau de la Renaissance situé au bord d'un grand lac entouré de forêts. Ce lieu récèle des sentiers où Alain Fournier, l'auteur du Grand Monde, aimait se promener. Il fut propriété des souverains écossais et anglais pendant 2 siècles. Puis Louis XIV l'offrit à la duchesse de Portsmouth en Angleterre. Aujourd'hui, ces propriétaires français vous offrent 12 chambres à forfait variés, en plus de l'auberge Maison Hélène, une charmante maison à colombage du 17e siècle offrant une cuisine traditionnelle. Le château de Boucard a été rendu célèbre par un pittoresque passage d'Henri IV, roi d'Angleterre et prétendant au trône de France. Du dehors, le château présente l'apparence austère d'une forteresse médiévale. Mais la famille Montabert vous y accueille. Cette famille est dans ce château depuis l'époque de Louis XV, au 18e siècle. Situé dans la région viticole du Veneto-Salon, ce château meublé et habité appartient à la famille Maupas depuis plus de 300 ans. Maupas est un château du 14e siècle. Il conserve des souvenirs de la duchesse de Berry ainsi que du roi Charles X. À ne pas manquer, une magnifique collection de 887 assiettes de faïence datant du 15e au 18e siècle. Cette petite cité doit son ancien nom de Dun-le-Roi à son entrée dans le domaine du roi de France en 1100. Dun-sur-Oron est riche d'un patrimoine historique important. Jadis place Forte-Royale, la cité fit l'objet d'attention toute particulière de la part des rois. Elle conserve fièrement les vestiges de son glorieux passé, remparts surplombant la rivière Oron, clocher du 15e siècle et ses quartiers médiévaux. Elle possède aussi le musée du canal du Berry, retraçant l'épopée étonnante de celles et ceux qui ont vécu le canal. La route Jacques-Cœur nous offre une belle surprise avec la visite du château Meillan. Après un parcours dans le parc, on découvre en grandeur nature un château grandiose à l'image des somptueuses demeures royales du Val-de-Loire. En plus, il possède un charme supplémentaire, celui d'être habité. Ce château est un ensemble unique. Ici, la Renaissance italienne est forte. On dit même que plus tard, Leonardo da Vinci a dessiné une partie de ce château. La façade ouest reste très médiévale, alors qu'à l'est, avec sa tour du Lion, c'est l'évolution vers l'art gothique flamboyant, sous l'influence de la Renaissance. Les proprios offrent aux visiteurs la possibilité de louer la salle à manger ou la salle d'armes pour vos réceptions royales. Au cœur d'une vallée, dans un écrin de verdure, l'on découvre un site d'exception. Avant ou après la visite, une halte repos nous permet de contempler le site. Par son architecture préservée et une remarquable restauration, l'abbaye de Noirlac est l'un des sites cisterciens majeurs en Europe. Chacun est surpris par l'histoire et l'idéal de vie de ses disciples de Saint-Bernard. À visiter, l'église, le cloître, le réfectoire et bien sûr, le cellier.
Le château d'Anaïs-le-Vieil est surnommé le Petit Carcassonne, cette ville fortifiée du Languedoc. Sa gracieuse demeure de style gothique flamboyant est protégée par une imposante forteresse du 13e siècle. Pur joyau de la Renaissance, elle a accueilli Louis XII et Anne de Bretagne le temps d'une halte. Tout droit venu du Moyen Âge, ce château fort a gardé la force et les effrois de ses meurtrières, assommoirs et oubliettes. Suivez le parcours de ces soldats d'un autre temps sur les remparts, à portée des gargouilles et du dragon. La cour et son logis vous ouvrent leurs portes sur un univers riche de plusieurs siècles de rencontres et d'histoires. De tour en tour, ce lieu aux mille et un secrets vous transportera du Moyen Âge à nos jours. Ce château perpétue les souvenirs de Louis XII, de Colbert, de Marie-Antoinette et de Napoléon. À moins de 100 km à l'ouest de Bourges, une vallée ornée de magnifiques châteaux nous invite à découvrir son passé royal. Notre arrivée au merveilleux château de Chenonceau se fait par une magnifique allée. Les vues du château de Saint-Jourdain sont imprenables. Il enjambe le Cher, cette rivière du centre de la France. Il a été construit de 1513 à 1521. Ces bâtiments ajoutent au pittoresque de leur situation l'élégance de leur architecture et de leur décoration. Les fréquents changements de propriétaires sont un véritable roman à rebondissement. On le surnomme le Château des femmes, car pendant 400 ans, épouse légitime, favorite, maîtresse, reine des rois de France en furent les héroïnes. Catherine Brissonnet dirige les travaux de construction, mais une fois terminé, il devient un rendez-vous de chasse pour François Ier. En 1547, le jeune roi Henri II l'offre en cadeau à sa maîtresse Diane de Poitiers. Elle a 20 ans de plus que lui. Considérée comme très séduisante et préférée du roi, elle est une habile gestionnaire et participe à plusieurs améliorations du château. Malheureusement, la mort accidentelle du roi, la reine, lui force de quitter. L'ex-favorite se retire au château d'Anay et meurt 7 ans plus tard. La nouvelle propriétaire et femme du roi, Catherine de Médicis, a le goût des arts et du faste. Elle fait dresser un parc de somptueux jardins, sur le pont une galerie à 2 étages. Les fêtes très dispendieuses et fréquentes se succèdent. Repas bien arrosés, danses, mascarades, feux d'artifice, rien ne manque à ces réjouissances. En 1577, son fils Henri III préside un festin champêtre qui fait sensation au coût de 100 000 livres, 10 fois la somme déboursée à l'achat de Chenonceau. Catherine de Médicis lègue le château à sa belle-fille Louise de Lorraine, femme d'Henri III. Après l'assassinat du roi, Louise se retire au château pour entreprendre un deuil de 11 ans. Madame de Dupin, femme de général, utilise le château comme lieu de rendez-vous des célébrités de l'époque. En 1864, Madame Belouze achète Chenonceau, fait la restauration du château l'affaire de sa vie. Aujourd'hui, le château est la propriété de la famille Meunier. En 1518, un jeune roi, François Ier, aime bien chasser dans la forêt de Boulogne. Avec l'appui de son nouvel ami Leonardo da Vinci, il décide d'y construire sa nouvelle résidence. Ainsi naît le Château Chambord. Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. Construit entre 1519 et 1547, il est situé à 14 km au nord-est de Blois. Chambord est sans conteste un des châteaux à la silhouette la plus reconnaissable et constitue l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance. 128 mètres de façade, 440 pièces, plus de 80 escaliers,
365 cheminées et 800 chapiteaux sculptés. Le domaine est ceinturé d'un mur de 32 km. C'est le plus grand parc forestier clos d'Europe. Pour vous donner une ordre de grandeur, il faut 15 minutes de marche afin de parcourir l'intérieur du château d'est en ouest. En 1519, le site de Chambord est choisi pour ouvrir le chantier d'une résidence de chasse sur l'emplacement d'un ancien château fort. À partir de 1526 et pendant 20 ans, 1800 ouvriers travaillent à la construction du château. La construction a quand même un coût élevé. Même quand le trésor est à sec, que l'argent manque, le roi est réduit à piller les trésors des églises et à fondre l'argenterie de ses sujets. Des sommes considérables sont englouties. En 1527, François Ier, dans son ardeur, veut même faire dériver la Loire pour l'amener au pied du château. Mais devant l'énormité de la tâche, on détournera simplement la petite rivière Cosson. François Ier ne vit pas dans son château achevé. Louis XIV achèvera la construction. François Ier a finalement passé très peu de temps à Chambord, le temps de quelques parties de chasse. Il meurt en 1547. On compte parmi les résidents du château Chambord François Ier, le constructeur, Henri II, son fils, qui poursuit les travaux, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qui rénove, Louis XIV crée son appartement au centre, et en 1670, Molière donne sa première représentation du bourgeois gentilhomme dans la salle des gardes. Le beau-père de Louis XIV, le roi de Pologne en exil, choisit Chambord. Ensuite vient le maréchal de Saxe et le comte de Chambord, petit-fils de Charles X. L'État rachète le domaine en 1930. Il faut compter un minimum de 2 heures afin de visiter les lieux. Entre Chenonceau et Chambord se trouve Amboise et le Clos de Lucé, là où un célèbre Italien passe les dernières années de sa vie. Le château du Clos de Lucé a été la dernière résidence de Leonardo da Vinci, où il vécut de l'automne 1516 jusqu'à sa mort le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. C'est un manoir de briques roses souligné de pierres de tuffeau. Le grand savant et artiste organise les fêtes de la cour et s'empresse de réaliser plusieurs projets pour le jeune roi, dont l'élaboration des plans du majestueux château Chambord. Clos de Lucé abrite des souvenirs du génie. On dit même qu'un souterrain secret relierait le château d'Amboise à la demeure de Leonardo, permettant les visites fréquentes de son ami François Ier. Aujourd'hui, on peut louer ce château pour réception, mariage ou autres événements. Et oui, les temps ont bien changé. Ville historique, Amboise est située sur la rive gauche de la Loire. Elle compte près de 12 000 habitants. Voisine du château du Clos de Lucé, à 1 km à l'est, cette ville offre un cachet de tranquillité remarquable. Plusieurs demeures sont creusées dans les flancs de collines, ce qui attire l'attention de nombreux touristes armés de caméras. Amboise a aussi son château, le château d'Amboise. Il fait partie des châteaux de la Loire. Ces fortifications ont été construites dès le 13e siècle. Restaurants, bistrots, cafés-terrasses et boutiques souvenirs abondent. Amboise est recherchée comme site de villégiature. Elle compte parmi ses citoyens Sir Michael Philip Jagger, mieux connu sous le nom de Mick Jagger des Rolling Stones. Dans cette région, 2 coups de cœur, Sancerre et Menetou-Salon. Cité médiévale située sur une colline au bord de la Loire, elle bénéficie d'un panorama exceptionnel. Elle a donné son nom au vin connu mondialement. On y retrouve plusieurs manifestations autour du vin et du crottin de Chavignol, un fromage assez spécial. C'est Étienne de Champagne, premier comte de Sancerre au 12e siècle, qui construisit un château fort et fortifia la ville qui joua un rôle prépondérant au Moyen Âge. Sa vieille cité et son centre-ville typique offrent à ses visiteurs plusieurs boutiques et cafés-terrasses.
une place a été désignée en hommage à Louis II de Champagne, comte de Sancerre. Il fut maréchal de France en 1368. Derrière, l'on aperçoit les derniers vestiges du château des Comtes. À quelques minutes de la ville, ce vignoble offre des visites guidées et des dégustations. Les vins blancs sont en vedette. Les rouges et rosés sont issus de pinot noir. Sancerre est connu mondialement pour ses appellations d'origine contrôlée, le vin de Sancerre et le crottin de Chavignol, mais également pour ses spécialités gastronomiques. Menetou-Salon est reconnu pour ses vignobles et son château. Le vignoble de Menetou-Salon s'étend sur 330 hectares de collines. L'aire d'appellation couvre 10 communes, dont Menetou-Salon. Son centre-ville est paisible et orné de petits cafés et boutiques. Le clocher de son église fut la proie des flammes causées par la foudre en 1997. Propriété de Jacques Coeur en 1448 et transformé à la fin du 19e siècle par la famille française des princes d'Arenberg, ce château vous accueille dans un décor néo-gothique, aux intérieurs aussi somptueux que confortables. Au cœur de la France existe une région riche en histoire en plus d'un charme exceptionnel. Les châteaux et sa joie de vivre vous séduiront. Un séjour s'y impose. Du Berry au centre de la France, ici Jerry Dixon, à bientôt.